ce que je vais vous présenter en introduction, c'est un certain nombre de tendances clés qui sont à la fois des tendances de consommation, mais des tendances aussi sur la façon dont les entreprises abordent les sujets dont vous allez parler toute la journée, à mon sens. Alors, avec quelques chiffres, parce qu'on m'avait demandé de mettre des chiffres, juste pour vous référer, ce que je vais raconter, en gros, c'est notamment issu de trois choses qu'on a faites récemment sur Mes courses pour la planète, qui est un site web et un observatoire dédié à la consommation responsable. On fait chaque début d'année une revue des tendances qu'on appelle tendances durables de la consommation responsable. Donc une partie de ce que je vais vous dire, c'est notamment celle de cette année. On a sorti sur Utopie, fin d'année dernière, une étude qui s'appelle L'innovation qui change le monde, dont la synthèse et la version intégrale sont téléchargeables sur notre site. Et puis j'ai fait en octobre un bouquin qui s'appelle Vers une consommation heureuse, qui est en fait une version un peu libérée, on va dire, c'est un mot à la mode en ce moment, dans les entreprises, d'un rapport que j'avais fait avec le Centre d'analyse stratégique pour Kosciusko-Morizet quand elle était ministre de l'écologie. Le rapport s'appelle Pour une consommation durable, et ça par contre c'est en téléchargement sur le site du Centre d'analyse stratégique. En gros, ce que je voulais partager avec vous, le premier point, et je suis désolée de dire ça en introduction d'un séminaire sur l'éco-conception, mais j'ai compris que vous allez avoir un propos plus large que l'éco-conception, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait depuis 20-30 ans sur le développement durable, ça marche, mais ça marche pas super bien. Et en tout cas, ça marche pas pour résoudre les problèmes, et notamment les problèmes environnementaux qu'on veut résoudre. Pourquoi ? Parce que tous les progrès qu'on fait du côté de la production, notamment du fait des démarches environnementales, du fait de l'éco-conception, etc., sont plus que compensés par l'explosion de la consommation. Un petit chiffre pour vous donner une idée, en 30 ans, on a amélioré de 30% l'efficacité avec laquelle on utilise les ressources naturelles. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui 30% de ressources naturelles en moins pour produire une unité de PIB ou de PNB. Donc ça, c'est grâce à vous, pratiquants de l'éco-conception, et c'est super. Le problème, c'est que dans le même temps, on a augmenté au niveau mondial de 50% notre consommation de ressources naturelles. D'accord ? Pourquoi ? Du fait des deux courbes que vous voyez en rouge, c'est la croissance économique, et en vert, en bleu, c'est l'augmentation de la population. D'accord ? Du coup, on consomme de plus en plus, et même si on consomme de plus en plus de produits qui sont plus économes, globalement, on consomme de plus en plus. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'éco-conception, surtout pas, mais c'est quand même important d'avoir ça en tête. Ce que ça veut dire en revanche, c'est que ce qu'on a fait jusqu'à présent avec les stratégies de développement durable, c'est essayer d'être moins mauvais. Autrement dit, on continue à faire la même chose avec les mêmes stratégies commerciales, les mêmes stratégies marketing, et on va essayer d'être un peu moins mauvais, histoire de préserver, vous savez, ce que les anglo-saxons appellent la license to operate, le fait que l'entreprise va pouvoir continuer à mener ses activités sans être trop embêtée par les ONG, par les médias, par des crises, etc. Ça, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'être moins mauvais, ça ne suffit pas à être bon. Et qu'il va falloir des ruptures plus radicales sur un certain nombre de choses, dont d'ailleurs nos modes de vie, nos modes de consommation. La nouveauté, c'est pour ça que le Grenelle a été possible, c'est que par rapport à il y a 20-25 ans, moi, quand j'ai commencé, aujourd'hui, les entreprises, une partie d'entre elles, disent la même chose que les ONG les plus radicales. Là, vous avez une de magazines qui n'ont rien à voir, qui viennent d'univers complètement différents. Enjeux les Échos, les deux c'était février 2009. Enjeux les Échos à gauche, qui n'est pas un magazine extrêmement progressiste sur l'environnement, et The Ecologist à droite, qui est un magazine hyper progressiste sur l'environnement. Vous voyez, c'est la même une. Ils disent la bagnole individuelle, en gros, c'est fini. Il va falloir réinventer autre chose. Et les solutions qu'ils décrivaient à l'intérieur, et d'ailleurs les raisons pour lesquelles la bagnole individuelle c'est fini, c'était quasiment les mêmes, qui étaient détaillées dans les deux journaux, et de manière assez rigolote, enfin pas pour Renault, mais pour tout observateur. L'article d'Enjeux les Échos était même plus cash, puisqu'il commençait par raconter comment Renault aurait fait faillite dans 30 ans, si le groupe n'arrivait pas à anticiper cette histoire d'évolution radicale sur la mobilité. Donc une rupture est nécessaire, et je ne peux pas en mettre beaucoup dans le temps qui m'est imparti, mais j'ai voulu vous signaler, à mon avis, 8 tendances qui sont clés pour mettre en œuvre cette rupture. La première tendance, elle est décisive, elle est le fait que l'ère des gammes vertes, écolo, responsable, équitable, ce que vous voulez, pour quelques bobos qui pouvaient comprendre de quoi il s'agissait, payer plus, etc., ou aller dans un concept store un peu branchouille, c'est fini. Ce dont il est question, et les marques qui font ça encore aujourd'hui, se plantent. D'accord ? D'ailleurs, dans beaucoup de cas, elles se plantent et du coup, elles en déduisent qu'en fait, il ne faut pas faire d'écologie parce que ça ne marche pas. Non, il ne faut pas faire d'écologie comme ça, parce que comme ça ne marche pas, ça ne marche plus et ça ne marchera plus, si ça a marché.
D'accord? Donc la clé de cette tendance-là, c'est la généralisation de l'offre responsable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les groupes les plus ambitieux dans le monde sont des entreprises qui s'engagent, qui se donnent 5 ans, 8 ans, 10 ans, non pas à lancer des gammes vertes, pilotes, expérimentales, etc., mais à transformer l'intégralité de leur offre. D'accord? Vous regardez, je vais prendre juste un exemple, c'est ce que Starbucks a fait sur le commerce équitable. Même KitKat, en un groupe Nestlé quand même, hein, en Angleterre, s'engage à passer 100% de son cacao et de son sucre en commerce équitable. Vous prenez le plan A de Marks & Spencer, que Marks & Spencer a lancé en 2007, renforcé en 2010. Il y a 180 engagements dans le plan A. L'engagement numéro 1, c'est d'avoir un produit sur 2 fin 2015, ils sont déjà à plus de 60% par parenthèse, et 100% des produits en 2020 qui portent une garantie de développement durable. Donc on n'est plus sur je lance une gamme verte, c'est cette approche-là, qui a quand même encore pas mal cours en France, elle est complètement rétrograde et elle va l'être assez vite. Je cite juste, il y a une étude que j'avais mise là-haut, étude qui date de 2 ou 3 ans, menée par Globscan en Europe auprès des leaders d'opinion. Vous voyez, 78% des leaders d'opinion disent que les entreprises ont maintenant pour responsabilité d'offrir les gammes de produits ou des produits durables à la place d'eux et pas en complément des produits conventionnels. D'accord? Donc ça, c'est absolument radical. C'est pas ce qui se passe encore si vous allez au supermarché, mais c'est ça la tendance clairement marquante, marquée, etc. Deuxième tendance, elle est liée évidemment à celle-là, le fait que l'innovation, c'est pour ça qu'on a fait cette étude sur l'innovation dont je vous parlais tout à l'heure, l'innovation est l'avenir du développement durable et inversement. D'ailleurs, parce que les gens qui travaillent sur l'innovation, qui ne connaissaient pas le développement durable au début, disent aussi, pour que l'innovation arrête de tourner à vide, il faut qu'elle soit connectée aux vrais problèmes qu'on doit résoudre, aux problèmes de notre temps, donc les problèmes sociaux, environnementaux, etc. Et du coup, nous on dit pour que le développement durable serve à quelque chose et change vraiment et résolve les problèmes qu'il doit résoudre, il faut qu'il touche les offres. Donc on dit finalement la même chose. Et c'est pour ça que vous avez des entreprises comme Nike, comme Bouygues, il n'y en a pas encore beaucoup, qui ont déjà fait fusionner, Nike depuis plusieurs années, leur département développement durable et leur département innovation. D'accord? C'est absolument déterminant comme façon d'aborder les choses. Je vous renvoie à un article de... Alors, c'est la Harvard Business Review. Franchement, la meilleure partie de l'article, c'est le titre. Mais comme c'est dans la Harvard Business Review, ça dit que c'est plus de la pensée alternative et que ça devient de la pensée dominante. Article donc dans la Harvard Business Review en 2009 de mémoire, fin 2009. Pourquoi le développement durable est maintenant le levier clé d'innovation? D'accord? C'est absolument essentiel de comprendre ça. Vous avez ce petit bouquin de Philips, qui est une entreprise qui fait ça très bien, qui se trouve assez facilement en ligne si vous tapez Sustainable Innovation plus Philips, et vous avez plein d'exemples dans l'étude qu'on a faite. Ça veut dire d'ailleurs qu'on va faire des produits, l'innovation a pour but de résoudre des problèmes socio-environnementaux, y compris des problèmes graves ou difficiles. Vous apprenez un sujet sur lequel on bosse pas mal en ce moment, le vieillissement de la population, ça pose d'énormes problèmes. C'est aussi des opportunités. Plus les défis sont incommensurables ou grands, plus les opportunités sont grandes pour les entreprises qui essaieront de concevoir des offres de produits, de services, etc., qui aident à résoudre ces problèmes. Tendance 3, le fait, on disait tout à l'heure, c'est pas du marketing. Je pense qu'il faut arrêter de se dire le développement durable, c'est pas du marketing. Et je pense, j'ai vu que ma camarade Elisabeth intervient en fin de journée là-dessus, c'est extrêmement important au contraire de se dire, il faut aussi, pas que du marketing, mais aussi faire du marketing et du bon marketing avec le développement durable. Pourquoi? Parce que si demain, le développement durable concerne 100% des offres, il n'a plus de raison d'être cantonné au processus corporate de l'entreprise, aux certifications ISO, tout ce que vous voudrez, qui sont très bien, mais il n'y a pas de raison de le cantonner à ça. Et il n'y a pas de raison non plus de le cantonner à quelques produits qui porteraient un label pendant que la majorité des produits qui font le chiffre d'affaires de l'entreprise n'en portent pas. D'accord? Si 100% des produits portent cet engagement-là, ça veut dire que l'engagement il doit être porté par la marque. Quand vous vous consommez un produit Patagonia, ou Picture, vous ne dites pas tiens j'ai acheté ce produit-là parce qu'il est vert. C'est la marque qui porte cet engagement. Donc c'est extrêmement important que ces engagements soient... Alors c'est un challenge énorme parce que les marketeurs ne sont pas aujourd'hui très mobilisés sur ces sujets-là, qui ont tendance à voir le développement durable, un peu comme ça a été évoqué tout à l'heure, en mode ouais bon c'est un peu une contrainte, il y a la conformité des réglementations à respecter qui nous empêche d'être fun, créatif et je ne sais quoi. Donc il y a un énorme enjeu, mais c'est un vrai enjeu. Et je pense que la pire erreur, ça serait de se dire non mais le développement durable c'est pas du marketing, comme si les marketeurs étaient résolument des gens écervelés qui de toute façon comprendront jamais rien à ce sujet-là. Le problème c'est que ce sont eux qui prennent les décisions
y compris les décisions d'innovation, dans la plupart des entreprises. Et si vous ne les mobilisez pas en amont, vous vous retrouvez dans la situation qui était évoquée tout à l'heure, où vous avez un produit qui a déjà été conçu, pensé autrement, pas particulièrement par rapport à un problème social, environnemental, et vous intervenez à la fin, dire « Ah oui, mais alors en fait, ça serait pas mal qu'on intègre quand même les questions de développement durable », et là, c'est complètement, en général, inefficace. D'ailleurs, on a un certain nombre d'études aujourd'hui qui montrent que les marques engagées porteuses de sens, c'est-à-dire celles qui intègrent ces questions de développement durable, de résolution de problèmes sociaux et environnementaux à leur positionnement, surperforment. Je vous renvoie juste, ça c'est une étude Havas de 2013, Meaningful Brands. Elle dit quoi? Elle dit, c'est assez marrant pour les marketeurs, assez flippant, donc c'est pas mal pour les mobiliser. Elle dit, la majorité des gens dans le monde, c'est je crois dans 23 pays, se foutraient complètement que les 3/4 des marques existantes disparaissent. D'accord? Ce qui est quand même un aveu d'échec pour les marques et le marketing. Et ils disent à l'inverse, aujourd'hui, même pas une marque sur 5 dans le monde est vue comme ayant un impact positif sur la vie des gens. C'est ça qu'il faut changer, et ça se change pas avec de la pub et du blabla, et même s'il en faut aussi, ça se change notamment avec des offres réorientées sur la résolution de problèmes sociaux et environnementaux. Il y a une autre étude, l'ancien VP du marketing chez Procter, qui s'appelle Jim Stengel, qui a fait un bouquin qui s'appelle Grow, où il montre, même chose il a fait, alors c'est un américain, donc c'est pas très... Il a créé un indice boursier qui s'appelle le Stengel 50, qui porte donc son nom, et là-dedans il a mis des boîtes comme Natura, la boîte cosmétique brésilienne, Stonyfield ou Innocent Drinks, et il regarde quoi? Il regarde comment la performance financière de ces marques évolue dans le temps, et vous voyez sur le petit schéma que là où l'indice boursier de référence, qui est le SP500 à Wall Street, bouge pas quasiment, les marques que lui a regardées s'envolent, à nouveau selon lui, parce qu'elles ont dans leur positionnement une mission, lui il appelle ça un idéal, qui est de contribuer à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Et en disant ça, ça crée de la résonance avec ce qui préoccupe les gens, ça crée de la différence pour la marque, c'est quand même fondamentalement ce que les marketeurs essaient de faire, et in fine, ça crée de la préférence pour les consommateurs. Un exemple que j'aime bien, qui est une marque que vous connaissez peut-être, ils ne sont peut-être pas encore à Bordeaux, ils sont à Paris mais pas très très présents, c'est une marque de fast-food, même dans des secteurs qui historiquement sont controversés, ici fast-food, Chipotle qui fait du Tex-Mex. On a une entreprise clé qui appartenait à McDo jusqu'en 2000 en fait, de manière rigolote. Quand McDo a vendu Chipotle, et là Steve Hills qui a repris Chipotle a dit on va montrer que c'est compatible de faire du fast-food et de l'alimentation responsable, c'est-à-dire fraîche, locale, circuit court, etc. Et il le fait de manière géniale, et c'est très intéressant parce que toute cette démarche qu'ils ont sur à peu près tous les enjeux de leur secteur les amène à faire plus de qualité évidemment, du coup à augmenter les prix, et malgré le fait que les prix augmentent, et malgré la crise, dont vous savez qu'elle est en cours dans la plupart des pays développés, il augmente ses ventes et il ouvre des restaurants. Donc ça marche pas à tous les coups, mais on trouve des exemples qui montrent que ça marche. Quatrième tendance dont je voulais vous parler, c'est d'autant plus important que les marques s'engagent qu'elles sont, entre guillemets, sous-veillées maintenant grâce aux technologies digitales et aux réseaux sociaux par les consommateurs et la société civile. Il y a un type aux États-Unis qui s'appelle Daniel Goldman qui avait écrit le bouquin sur l'intelligence émotionnelle, qui avait conceptualisé l'idée d'intelligence émotionnelle, qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'intelligence écologique, en montrant ça, en disant voilà comment les technologies aujourd'hui permettent à tout un chacun d'avoir de l'info sur les marques, les entreprises et les produits qu'ils consomment d'une manière qui est complètement démentielle par rapport à ce qui était possible historiquement. Vous avez des petites applications genre Noteo en France, Good Guide aux États-Unis qui vous donnent quasiment plus d'infos que ce que vous trouvez sans aucun doute sur le site web, l'étiquette, etc. en croisant des sources d'infos différentes. Vous avez évidemment les réglementations type étiquette énergie et autres qui évoluent dans ce sens-là. Et vous avez, je vous ai mis en bas à droite une capture d'écran d'une base de données américaine qui est faite par une ONG environnementale qui s'appelle Environmental Working Group. La base de données s'appelle Skin Deep, D-E-E-P. Vous cherchez ça en ligne, c'est accessible à tous. Vous avez 78 000 produits d'hygiène beauté de toutes les grandes marques, avec le détail de tous les produits, notamment ceux qui sont vendus aux États-Unis, mais comme pour une partie c'est les mêmes que chez nous, qui sont détaillés avec tous leurs ingrédients, les effets environnementaux, les effets sanitaires, les cocktails, les interactions entre ces ingrédients, etc. etc. Il y a 20 ans, ça aurait coûté des millions de faire ce truc-là, et personne n'aurait imaginé le donner en accès libre aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est accessible au plus grand nombre. Et on voit très bien comment cette surveillance par le bas, j'ai envie de dire, avant les entreprises, les marques étaient surveillées par le haut, par les réglementations, etc. Aujourd'hui, elles sont surveillées par le bas,
par les consommateurs, la société civile, les réseaux sociaux, etc. Et on voit très bien comment les ONG, Greenpeace en tête, utilisent ça de manière exemplaire pour faire bouger les marques. Vous regardez la campagne Détox de Greenpeace qui ciblait les entreprises textiles, ils ont fait plier Levi's, H&M, etc. sur l'utilisation d'ingrédients et polluants et toxiques pour teindre ou conserver et en tout cas fabriquer les vêtements. Tout ça en mobilisant du consommateur, de la société civile. C'est absolument déterminant pour comprendre comment les tendances de consommation évoluent. Et c'est ce que d'ailleurs les marques ne comprennent pas. Vous regardez ce qui s'est passé sur le bisphénol dont on parlait tout à l'heure. Les réseaux sociaux ont amené en France la problématique du bisphénol alors qu'il n'y avait pas de mobilisation des pouvoirs publics sur le sujet et pas des autorités sanitaires. D'accord ? Toutes les grandes marques de biberons ont vu leur vente se casser la gueule en grande surface. Personne ne comprenait pourquoi, juste parce qu'en fait, au Canada, aux États-Unis, les agences sanitaires avaient commencé soit à interdire, soit à mettre en garde les consommateurs sur ces sujets-là. Et les consommateurs, les informations circulent et les gens ont arrêté d'acheter des biberons en plastique avant que l'Assemblée s'en occupe, que la ville de Paris les interdise dans ses crèches, etc. etc. C'est extrêmement important de voir que la dynamique aujourd'hui, elle vient du bas, elle vient plus du haut. C'est pour ça que personnellement je suis absolument pas d'accord quand mes clients des entreprises me disent non mais nous on est prêts mais les consommateurs sont pas prêts. Je pense l'inverse. Je pense que la société civile et les consommateurs sont bien plus prêts que les entreprises et d'ailleurs les réglementations sans doute. Simplement ces intentions latentes de consommer responsable, tant que vous n'avez pas l'offre, vous n'avez pas l'info et vous n'avez pas l'offre pour les manifester, l'offre accessible, genre là où les gens font leurs courses, sans aller dans un concept store, et bien du coup ça se voit pas dans les ventes, a fortiori quand vous avez que des petites marques alternatives qui n'ont pas d'économie d'échelle sur ces sujets-là. Cinquième tendance, comme cette information elle est de toute façon hyper accessible à tout le monde, autant que les entreprises la donnent elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, des boîtes se sont retrouvées, vous connaissez peut-être ce projet du MIT qui s'appelle SourceMap, où des consommateurs, des ONG, etc. racontent l'histoire d'un produit sans aucune intervention de la marque. Donc vous êtes en Chine, vous voyez une usine qui fabrique tel modèle de Nike, vous faites une photo de l'usine, vous la postez sur SourceMap, et comme des milliers de gens font ça, au bout d'un moment, vous avez l'histoire détaillée de chaque ingrédient qui compose la chaussure Nike sur SourceMap. Du coup, les boîtes se retrouvaient avec quasiment plus d'infos que celles que le chef de produit avait lui-même sur d'où venaient les différents ingrédients, comment ils étaient fabriqués, etc. Du coup, vous avez commencé à avoir des entreprises qui ont dit bon bah nous aussi on va se mettre sur SourceMap pour donner l'info. Donc aujourd'hui, cette traçabilité 2.0 qui est démultipliée potentiellement par le digital et cette transparence totale sur l'histoire des produits devient de plus en plus incontournable. Autrement dit, les boîtes qui ne seront pas capables de faire ça, elles seront suspectes a priori. Et vous savez qu'à fortiori en France, contrairement à ce qui se passe au Japon ou au Brésil, on est dans une culture où a priori on ne croit pas ce que nous racontent les boîtes. Donc si une entreprise vous dit non, non, mais vous inquiétez pas, on maîtrise la chaîne, sauf qu'elle n'est pas capable de vous raconter concrètement l'histoire de son produit, la plupart du temps, c'est vécu comme bon, on a raison de se méfier du coup. Quelques exemples ici, vous avez la chronique de notre empreinte de Patagonia qui raconte toute l'histoire cartographiée, etc., de chaque ingrédient, de chaque vêtement, de chaque composante, pardon, de chaque vêtement Patagonia. Et un autre exemple sur lequel on a bossé nous l'an dernier, la campagne de Fleury-Michon sur le surimi qui dit « Moi j'enlève tous les produits chimiques de synthèse dans le surimi et je vais expliquer aux gens qui pensent que ce produit-là est un produit pourri, et d'ailleurs ça a peut-être été le cas historiquement sur le marché, on va leur expliquer qu'en fait non, c'est 38% de poissons et 38% de poissons labellisés LSC de Colin d'Alaska, en l'occurrence. Donc comme si on le dit, ils ne nous croient pas, on va les emmener remonter avec nous toute la chaîne. Donc on va les emmener dans l'usine, on va leur expliquer comment on fait du surimi, c'est en gros une pâte à crêpes avec de la chair de poisson faite à la vapeur, et on va les emmener en Alaska pour qu'ils constatent comment, d'abord que c'est du poisson, vrai, et pas des déchets de poisson ou ce qu'on imagine habituellement, et puis le résultat c'est qu'on a un marché qui est à -4 et que Fleury-Michon est à +15. D'accord? Donc ce niveau-là de transparence, c'est ça la base qu'attendent les consommateurs aujourd'hui, qui encore une fois sont plus prêts que les entreprises à avancer sur ces tendances. Puisque l'objectif c'est de créer plus de valeur pour les clients, autant leur déléguer tout ou partie de la conception. Okay, et ça, cette co-innovation, ce co-design avec les clients, c'est vraiment quelque chose qu'on voit se développer. Là, vous avez un site qui s'appelle My Starbucks Idea, que Starbucks anime depuis 10 ans et dont ils tirent quasiment toutes leurs idées d'innovation. Donc c'est les internautes
clients Starbucks qui font des propositions, d'autres internautes qui votent, qui les optimisent, etc., etc. Là, il sort un espèce de panier sélection en permanence d'innovation sur tous les sujets, dont le développement durable. Voilà. À droite, vous avez un truc que Skanska, qui est un concurrent de Bouygues, utilise notamment aux États-Unis. Ils font un centre commercial, et sur le site du centre commercial, ils mettent un panneau. Quel commerce vous voulez voir sur ce site-là? Parce que c'est vous qui allez faire les courses ici, pas nous. Donc dites-nous ce que vous voulez voir. Ils utilisent une plateforme web aux États-Unis qui s'appelle Popularize, qui permet d'impliquer les habitants d'un quartier dans l'évolution des sites, et ils en sortent ce que va devenir le centre commercial. De manière plus petite, sans développer tous les exemples, vous avez une petite entreprise du côté de Grenoble qui s'appelle Red Light, qui est une entreprise qui fait des vêtements de trail. Eux, c'est hyper intéressant, c'est une super PME. Du coup, ils n'ont pas les moyens de se payer un labo R&D. Et en fait, ils se sont lancés dans l'innovation collaborative avec les clients, simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des chercheurs et de la R&D hyper sophistiqués, et que, par ailleurs, ils ont des clients qui sont des passionnés, donc qui ont des attentes hyper pointues sur la chaussure, elle doit faire ça, le sac, il doit faire ci, etc. Donc vous avez sur leur site un atelier qui s'appelle R&D collaborative, l'atelier de conception. Ils mettent un produit en ligne et ils disent, dites-nous tout ce que vous avez en tête sur comment on va l'améliorer. Et le produit sort, et là, vous ne voyez pas, peut-être sur la chaussure en l'occurrence ici, ils ont écrit le nom de tous les clients qui ont participé au forum de conception pour les aider à le faire. Ça, c'est une révolution copernicienne dans le domaine de l'innovation, puisque c'est plus les designers, les quelques-uns privilégiés qui sont dans la boîte qui créent, ils se mettent au service de l'usager, et du coup en impliquant l'usager. Avant-dernière tendance, la consommation collaborative, je vais pas, c'est très ultra développé à droite à gauche, donc je ne vais pas développer là-dessus. Ce que je voulais juste vous dire, c'est deux choses. D'abord, c'est évidemment boosté par la crise, l'économie du partage, etc. Pourquoi? C'est pas nouveau, hein. La première crise de 29 a vu le développement des auberges de jeunesse, par exemple. Donc c'est pas nouveau comment en période de crise et de restriction du pouvoir d'achat, on se dise bah tiens, comment est-ce qu'on peut mieux utiliser ce qu'on a déjà, faire du covoiturage, etc. À nouveau, ce qui se passe maintenant, c'est que c'est démultiplié par le digital. C'est ça qui est passionnant. Et ce qu'on commence à voir, c'est des grands acteurs du marché, les plus audacieux, qui y vont comme en disant on ne sait pas trop comment on va en faire un business, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'y est pas, ça va mal se passer pour nous, donc on y va quand même. Patagonia, qui a lancé le premier aux États-Unis, la boutique en ligne avec eBay, sur son site internet. Ça veut dire que quand vous allez aux États-Unis acheter un vêtement Patagonia, vous pouvez l'acheter neuf à Patagonia ou d'occasion à John ou à Gérald ou à je sais pas qui, et vous le payez moins cher. Et alors on a dit, mais ils sont complètement cinglés parce que du coup ils vendent moins. Et eux ils disent oui, on vend peut-être moins à court terme, mais ça rend la qualité Patagonia accessible au plus grand nombre. Ça fidélise les clients Patagonia qui vont de toute façon sans doute acheter d'autres fringues Patagonia, etc., etc. Et ça va dans le sens de ce qu'on veut dire aux gens, c'est-à-dire arrêter d'acheter et de jeter sans arrêt, puisque les vêtements Patagonia sont garantis à vie, etc., etc. Deux initiatives intéressantes qui montrent que ça arrive dans les grands groupes, on ne sait pas encore bien comment. Seb lance en début d'année là, à Dijon une expérimentation sur quel modèle économique il pourrait avoir autour de la location, de la mise à disposition des appareils électroménagers plutôt que sur la vente des appareils électroménagers. Alors vous allez voir, évidemment, ça va vachement dans le sens de l'éco-conception d'ailleurs, parce que ce qu'il découvre, c'est qu'évidemment, si vous louez les appareils, qu'il y a plein de gens ici, on va dire que, j'en sais rien, un appareil à raclette dans l'année, il est utilisé un jour par chacun d'entre nous, il est plus maltraité que quand il était utilisé 2 fois par an par un propriétaire unique, d'accord? Et donc, il va falloir faire des appareils qui sont plus solides, plus durables, plus résistants, plus facilement réparables, dont la maintenance est facilitée, etc., ce qui va aussi dans le sens d'avoir des produits plus écologiques. Et l'autre exemple que je voulais vous donner, c'était Audi, qui a lancé en Suède, en fin d'année, un truc qui s'appelle Audi Unite, par lequel, au lieu de vendre la voiture, il loue, entre guillemets, à un cercle d'amis qui se constituent pour être le client d'Audi. D'accord? Donc ça peut être des collègues de bureau qui vont partager une bagnole parce qu'ils estiment que le camp de base doit être la voiture, c'est le bureau. Ça peut être des voisins qui estiment que le camp de base pour partager la voiture, c'est l'appart, etc., etc. Et ces gens-là se regroupent, puis ils vont voir Audi en disant ben, nous on veut une voiture, voilà, et Audi leur met à disposition la bagnole évidemment, et l'appli qui permet les systèmes techniques qui permettent à chacun de rentrer dans la voiture, de savoir où elle se trouve, de réserver la voiture, etc., etc. Dernier point, et c'est important aussi en termes d'éco-conception, c'est que souvent, vous savez, il y a cette phrase de Saint-Exupéry dont j'ai mis la photo pour me souvenir qu'il fallait que je vous le cite, qui dit en toute chose, la perfection est enfin atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever.
Et aujourd'hui, avec le challenge de la crise, de la contraction du pouvoir d'achat, etc., il y a un enjeu pour les boîtes, c'est de faire du low cost. Sauf que, ce que c'est qu'un low cost, ou en tout cas un low price, ça a complètement changé ces dernières années. Là où avant on avait le low cost, c'était des produits de qualité pourrie, en gros. Ce qui est en train de se développer aujourd'hui, c'est ce que le patron de Merci à Paris appelle low cost high style, c'est-à-dire on va en fait enlever toute la sophistication qu'on avait rajoutée ces dernières années et qui en fait rend service à personne, apporte pas de valeur au client, et on va garder les fonctions de base dont le client se sert et qu'on va rendre très qualitatives, d'accord? Quelques exemples. Alors l'exemple le plus marquant, c'est les bagnoles, où ça s'est vraiment passé ces dernières années, parce que je vous ai mis le chiffre là pour que vous l'ayez. La voiture européenne avait pris 300 kilos en moyenne dans les 15 dernières années, et depuis 5 ans, elle perd 50 kilos par an. Parce qu'on enlève, notamment pour répondre aux normes environnementales, etc., on est en train d'enlever les fonctions qui servent à rien. Et si vous prenez la dernière Citroën Cactus, qui est particulièrement emblématique de cette approche, le modèle de base, aujourd'hui, il n'a plus de clim. D'accord? Donc on est en train de se rendre compte qu'évidemment, quand vous vendez une voiture à Paris, la clim, vous allez vous en servir 3 jours par an. Et encore. Si vous ne la mettez pas, ça fait une voiture qui est plus accessible, moins sophistiquée technologiquement d'ailleurs, donc sans doute plus réparable quand il y a des problèmes, etc. Et ça, c'est la tendance. Ça ne veut pas dire qu'on a des produits moins qualitatifs. C'est hyper important. Vous regardez dans un domaine moins matériel, on va dire, la dernière interface, ou la nouvelle interface, pardon, Windows 8, dont Apple s'inspire aussi, c'est un design extrêmement basique, limite un enfant pourrait s'en servir, d'accord? Hyper intuitif, on revient à quelque chose qui est très centré sur l'usager, et on a enlevé tout ce qui était une apparence de sophistication, ou d'ailleurs une sophistication réelle, qui en fait séduisait les gens au départ, mais qui finalement servait à rien. Ça permet aussi d'avoir des produits très qualitatifs et moins chers. Voilà, pour conclure, je voulais juste vous citer cette phrase de Churchill, que j'aime bien, la phrase est Churchill, qui dit « Un optimiste est quelqu'un qui voit l'opportunité dans chaque difficulté, et un pessimiste c'est le contraire ». Histoire de dire que ce dont il est question dans les démarches d'innovation, d'éco-conception, etc., c'est juste de changer de point de vue. Et de se dire, au lieu de voir le développement durable comme un truc qui nous saoule à chaque fois que ça pose un problème, on a un enjeu social, on a un problème environnemental, on ne sait pas le résoudre, est-ce que c'est pas une opportunité de changer? Et si on n'arrive pas à le résoudre, c'est juste peut-être qu'on ne change pas assez.